Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag pour une émission entièrement consacrée aux océans aujourd'hui. Nous sommes devant le musée océanographique de Monaco et vous allez voir que la mer est une source d'inspiration inépuisable pour l'innovation. Alors bien entendu, je vous renvoie sur les réseaux sociaux et sur le site arte.tv/futurmag pour nous suivre et pour réagir. Mais tout de suite, place au sommaire. Et cette semaine, Futur Mag plonge au cœur des océans avec une caméra qui va révolutionner notre vision des fonds sous-marins. C'est incroyable d'innovation et essentiel pour comprendre les écosystèmes marins. Nous n'avons jamais eu ça avant. Et puis nous vous présenterons une solution alternative au problème de la pollution marine. Un plastique fabriqué à base d'algues qui se dégrade dans l'eau. Tout l'intérêt de l'innovation d'Algopac, c'est d'avoir réussi à identifier un polymère 100% végétal naturel qui est dans l'algue et qui remplace complètement les polymères 100% pétrosourcés qui existent dans les matériaux plastiques conventionnels. Et enfin, direction le Finistère où nous allons rencontrer un personnage hors du commun qui a découvert un ver dont l'hémoglobine universelle pourrait être transfusée à l'être humain. Je me suis aperçu que l'hémoglobine de ce ver marin est de type universel. Donc chez ce ver, il n'y a pas de système ABO ou pas de système Rhésus. Il peut être transfusé à tous les types sanguins. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël, bienvenue au musée océanographique. Olivier Dufourneau, vous êtes responsable de la politique des océans ici. Expliquez-moi pourquoi la maison est une référence dans l'histoire de l'océanographie. Alors, ce musée a été conçu comme une référence par le prince Albert Ier, à qui cette salle d'ailleurs est dédiée, qui a voulu y installer ici véritablement le temple de la mer, à même de partager, de diffuser auprès à la fois de ses confrères scientifiques et du grand public les nouvelles connaissances d'une science naissante, l'océanographie, en mobilisant l'ensemble des techniques disponibles, la peinture, le cinéma, la photographie, pour partager avec le plus grand nombre ces connaissances nouvelles sur une mer que l'on croyait jusque-là peu vivante et dont il a révélé les profondeurs. Alors j'ai entendu dire qu'il existait un poisson qui portait le nom des Grimaldi, Grimaldictis profondissimus, c'est exact ? Alors c'est exact, ce poisson que l'on expose ici a été pêché en 1901 par le prince Albert Ier au sud-ouest du Cap-Vert par plus de 6000 mètres de profondeur. Et il a ainsi pu prouver comme cela que la vie existait aux plus grandes profondeurs marines. Olivier, merci infiniment de nous ouvrir les portes d'un endroit comme celui-ci. Si le prince Albert Ier étudiait les océans sur un bateau, aujourd'hui, il existe d'autres moyens pour le faire. Dans notre rubrique objet, nous allons découvrir le dernier cri en matière d'exploration océanographique, une caméra haute définition qui prend des clichés panoramiques à 360 degrés. Nous partons tout de suite nous baigner dans les eaux australiennes. C'est un appareil photo qui va révolutionner la biologie marine et bouleverser le travail des scientifiques. Il réalise des images en 360 degrés et en haute définition. Les résultats, les voici. Cet appareil, c'est une équipe de photographes aventuriers basée à Sydney qui l'a mise au point. Et parmi eux, Christophe Bayache, un Français. Donc la mission du jour, c'est comme on fait tous les jours, on prend tout le matériel, la grosse caméra qui va bientôt arriver, le deuxième scooter qui est en fait un scooter pour le deuxième plongeur qui suit la première caméra. Et on va sur le Sydney Harbour pour faire un relevé photographique, comme on fait régulièrement. Et les conditions sont plutôt bonnes aujourd'hui, donc ça s'annonce comme une bonne journée. Leur bateau quitte la baie de Sydney. À bord, toute l'équipe.
et on part pour 1 heure de navigation. Après quelques kilomètres, les scientifiques jettent l'ancre dans les eaux du Pacifique. Au milieu du bateau, trône cet appareil photo un peu énigmatique. Avec 1000 précautions, les 60 kilos de ce drôle d'engin sont mis lentement à l'eau. Et c'est parti pour une plongée séance photo de 45 minutes à travers la faune et la flore locale. En réalité, l'appareil photo, c'est cette sphère posée sur un scooter des mers à hélice. Elle prend des photographies en panoramique 360 degrés grâce à ces 3 caméras à l'avant. 3 caméras qui sont en parfaite synchronisation pour créer ces environnements immersifs à 360 degrés. Des clichés d'un genre nouveau, pris en haute résolution. Une première mondiale dans le monde sous-marin. À chaque photo prise, sont associées les informations sur le lieu exact, grâce aux coordonnées GPS, mais aussi la profondeur et la température des eaux. Depuis 2 ans, Christophe et ses collègues sillonnent les mers du monde entier avec leurs techniques innovantes. Donc c'est la première fois qu'une caméra comme ça est contrôlée par une tablette à distance. À l'arrière également, cette télécommande qui permet d'effectuer des clichés toutes les 3 secondes ou toutes les 2 secondes ou également manuellement. Grâce à la propulsion du scooter marin, Christophe peut parcourir en une seule plongée 2 kilomètres et prendre près d'1 millier de photos, ce qui est un record. C'est donc un pas en avant vraiment important, notamment pour les scientifiques qui utilisent ces informations, car nous pouvons effectuer des relais photographiques bien plus importants que la méthode traditionnelle qui jusqu'à présent permettait à un plongeur avec une caméra de prendre un certain nombre de clichés plutôt réduits. L'idée un peu folle de ces photographes, cartographier progressivement tous les fonds marins de la planète afin d'offrir des informations nouvelles aux scientifiques. Toutes ces photographies qui sont prises par cette caméra sont rassemblées dans une base de données. Et cette base de données qui s'appelle le Kathleen Global Reef Record, qui est en fait une plateforme où tout le monde et notamment tous les scientifiques peuvent aller et étudier avec nos photographies ces éléments. À l'Institut des sciences maritimes de Sydney, où a été conçu et développé le projet, le professeur Emma Johnston fait partie des premières scientifiques au monde à utiliser cette base de données accessible sur Internet. Et selon elle, cet appareil photo transforme complètement son travail. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été sous l'eau avec mon stylo et mon bloc-notes à faire des croquis de ce que j'observais tout en claquant des dents à cause du froid. Et je n'aurais eu comme information que cet aperçu d'1 mètre carré. Au mieux, j'aurais parcouru 50 mètres en une plongée et ça m'aurait pris beaucoup de temps. Maintenant, avec cette technique, on couvre jusqu'à 2 km en une seule plongée et on a non seulement ceci, mais aussi des images à 360 degrés à chaque fois qu'on prend une photo. C'est incroyable d'innovation et essentiel pour comprendre les écosystèmes marins. Nous n'avons jamais eu ça avant. Et regardez, pendant que je me déplace dans l'image, c'est ce que je vois quand je plonge généralement, mais ce n'était jamais ce que j'ai capturé en faisant mes relevés scientifiques. Tout ça nous permet vraiment de découvrir les fonds marins comme jamais auparavant et nous donne la capacité de les comprendre. C'est une avancée majeure. Ces informations très détaillées à propos des endroits où vivent les espèces et comment elles vivent nous renseignent sur ce que nous devons faire pour préserver cet écosystème. C'est ce dont nous avons besoin pour travailler durablement sur ces questions. Ces données n'existaient tout simplement pas avant. Dans leur centre de recherche scientifique, on retrouve Christophe avec celui qu'on pourrait appeler le père spirituel de ce bijou technologique. C'est lui qui a inspiré tout le projet. Richard Vivers est un photographe professionnel, amoureux des océans. Depuis toujours, il rêve de rendre accessible à tous la beauté des mondes sous-marins. C'est parce que les fonds marins se dégradent de plus en plus
et que le grand public l'ignore, que nous avons commencé cet exercice de conservation pour sensibiliser le grand public à l'environnement sous-marin. 99,9% des gens ne plongent pas et ne le feront jamais. Donc on a dû trouver une solution pour les emmener plonger et voir les fonds marins tout en restant au sec. Les photos de ces appareils ne sont pas uniquement accessibles aux scientifiques. Une partie d'entre elles est mise en ligne sur Internet pour le grand public. L'objectif de Richard est clair, sensibiliser l'opinion publique à la dégradation progressive des océans. Vous voyez ces fonds marins? Ils sont magnifiques, mais ils sont en danger. Nous avons assisté à la perte de 40% des coraux dans le monde entier lors de ces 30 dernières années, et ça ne ralentit pas. Alors il faut travailler dur pour les protéger pour le futur. Et la seule façon d'y arriver, c'est de soutenir la science. C'est pour ça que nous avons besoin que les gens s'impliquent dans ces environnements. Alors Richard et Christophe vont continuer à parcourir inlassablement les fonds marins, avec un seul espoir, que les océans de demain ressemblent toujours à leurs photos d'aujourd'hui. De retour au musée océanographique de Monaco avec Christian Buchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert maritime, membre de l'Académie de Marine. Et vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Mais avant, vous allez me guider dans une petite visite des fonds marins avec ce système d'exploration virtuelle qui utilise d'ailleurs les images de la caméra qu'on vient de voir. C'est magnifique, il suffit de tourner ce petit volet, voilà, nous pivotons. Ça permet bien sûr aux chercheurs de mieux observer le milieu marin. Et c'est important ça. Ça c'est important, et c'est important aussi en termes de communication. Les mers aujourd'hui ne sont pas connues. Quand on parle de la mer à nos concitoyens, de façon générale, ils disent mais c'est de l'eau. Mais on oublie qu'il y a la mer, c'est 3 dimensions. C'est la surface, bien évidemment. C'est la tranche d'eau, c'est-à-dire l'épaisseur d'eau. C'est la terre, car 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées. Elle est encore terra incognita, la mer. Vous savez, on a sans doute vu de visu 5% des fonds marins. Et ce qui est absolument fou, c'est qu'aujourd'hui, on connaît mieux la surface de Mars que le fond des mers. D'où l'importance de développer des outils comme ça qui permettent de visualiser le fond marin. Et d'observer également le littoral. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, explorer le fond des mers, pour vous donner un peu un ordre de grandeur, c'est comme si vous vouliez explorer de nuit les Alpes avec une lampe électrique. C'est en créant un émerveillement. Et il n'y a rien de plus fabuleux que l'univers marin. C'est comme ça qu'on va se mettre à aimer, sauvegarder, protéger. Pour vous, la mer, c'est l'alpha et l'oméga de l'avenir de l'homme. Sans la mer, on ne passe pas. C'est dire qu'il faut aimer, et aimer, ça sera sauvegarder, protéger la mer, qui nous le rendra bien. Vous pouvez retrouver tous ces clichés sur arte.tv/futurmag et vous balader vous aussi sur les fonds marins aux 4 coins du monde sans bouger de votre canapé. Alors évidemment, il n'y a pas que les fonds marins qui intéressent la science. Sur la surface des océans, il y a aussi beaucoup de recherches très poussées. Et à cet égard, une équipe américaine a mis au point un drone marin. Le voilà. Il parcourt l'Atlantique depuis quelques mois déjà. Le Sail Drone est un prototype de trimaran autonome de 6 mètres sur 6, conçu pour récolter des informations sur les océans. Il fonctionne grâce à l'énergie éolienne et solaire. Et il peut accueillir un vaste champ de capteurs océanographiques, comme un thermomètre, des sondes de pH ou des capteurs de carbone. Une flottille de Sail Drone pourrait ainsi bientôt patrouiller sur les océans pour surveiller les zones protégées et récolter des données sur l'acidification des océans. Est-ce que vous connaissez cet appareil? Celui-là, oui, effectivement, je l'ai vu. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de prototypes aujourd'hui en tout genre et nous rentrons probablement dans un nouveau temps de l'histoire. Les découvertes technologiques se précipitent. Mais ce qu'il faut pour qu'il y ait ce genre d'outils, pour qu'on puisse véritablement les utiliser à des fins scientifiques, il faut une politique maritime. Et malheureusement, il faut le dire, tous les grands pays, je pense aux États-Unis, au Japon, à la Chine, il y a une politique maritime, il n'y en a pas en France. Ce qui est absolument dommage, parce que c'est de la mer dont nous allons tirer, on le verra, l'essentiel de ce dont nous avons besoin. Christian, merci beaucoup. Et évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag.
Dans notre rubrique Terre aujourd'hui, nous allons évoquer la pollution des océans par le plastique. Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, je vous propose d'abord de faire un tour en animation et en quelques chiffres de la planète plastique. Le terme plastique regroupe une large gamme de matériaux issus du pétrole ou du gaz naturel. Du polyéthylène souple et léger des sacs plastiques au polycarbonate transparent et ultra résistant des visières des astronautes, les applications sont nombreuses. C'est pourquoi nous en consommons d'énormes quantités. L'Europe en produit chaque année 60 millions de tonnes, dont des milliards de sacs plastiques. Mais comme seul un quart de la production est recyclé, le reste est incinéré ou le plus souvent déversé dans la nature. 30 millions de tonnes de plastique terminent leur course dans la mer. Elles ont formé ce qu'on appelle le 7e continent, dont la superficie est équivalente à 11 fois celle de l'Allemagne. Or, les plastiques mettent des centaines d'années à disparaître. Entre-temps, ils se désagrègent et sont à gérer par la faune marine, comme les albatros qu'on retrouve morts, le gésier plein de débris plastiques. Il est donc urgent de réagir, changement de nos habitudes ou développement de plastiques biodégradables. Vous avez compris le message, n'en jetons plus, la mer est pleine. Eh bien, un entrepreneur français a peut-être trouvé une solution, le plastique biodégradable fabriqué avec des algues. Nous partons tout de suite à sa rencontre à Saint-Malo, en Bretagne. Saint-Malo, sur la côte d'Émeraude, en Bretagne. Sur la plage, à première vue, des jouets en plastique ordinaire. Mais détrompez-vous, ces objets ont été fabriqués à base d'algues. Remplacer le plastique par un biomatériau 100% algues, c'est désormais possible grâce à cet homme, Rémi Lucas, un ingénieur finistérien qui a travaillé pendant 15 ans dans le plastique. Cette idée m'est venue d'une jonction de mon expérience professionnelle et de l'expérience de ma famille qui a travaillé pendant des centaines d'années dans les algues. En fait, mes grands-mères récoltaient les algues, le goémon, pour le faire fertiliser la terre dans leur ferme. Si cette tradition familiale a inspiré Rémi Lucas, lui, les algues, il en fait une toute autre utilisation. Après 10 années de recherche, il a trouvé comment créer un matériau 100% naturel capable de remplacer le plastique. Une découverte qu'il est le premier au monde à avoir industrialisée. Mon premier objectif était vraiment de réussir à remplacer le plastique, trouver la matière la plus respectueuse et la moins impactante sur le biotope. Et en fin de vie, d'arriver à une matière complètement compostable. Compostable avec une vitesse de décomposition fulgurante. Là est toute la force de l'innovation de Rémi Lucas. S'il faut plus de 500 ans pour que du plastique se désintègre, son biomatériau à lui peut se décomposer en seulement quelques heures. Ceci est un bouchon qui est composé uniquement d'algues, donc c'est un bouchon 100% à base d'algues. L'intérêt de ce matériau et de ce bouchon, c'est qu'ils vont se dissoudre complètement dans l'eau en très peu de temps. Et donc là, on voit que la matière commence à se dégrader, elle se ramollit, commence dès à présent à se décomposer. Il ne faudra pas plus de 4 heures pour que ce bouchon se désintègre. Mais rassurez-vous, les jouets de plage, eux, ne craignent pas de se décomposer dans l'eau. Selon les produits, Rémi en conditionne l'imperméabilité. Là, on a un bouchon qui va tenir un certain temps, mais on peut faire durer un peu plus longtemps sa tenue dans l'eau. Donc on travaille sur la perméabilité de la matière. Mais alors, ce nouveau substitut au plastique, comment est-il conçu? Cette révolution écologique majeure, Rémi Lucas en garde précieusement le secret de fabrication, dans son usine gardée sous haute surveillance pour se protéger de tout espionnage industriel. Ici, des tonnes d'algues transitent tous les mois, mais pas n'importe lesquelles, exclusivement des algues brunes. On prend cette algue parce qu'elle est très très riche en différents constituants, dont les protéines, dont un peu de lipides, dont des sucres. Et tous ces constituants-là nous aident à fabriquer, à transformer cet état d'algues fraîches en matériaux rigides. Des matériaux rigides tels que barquettes alimentaires ou emballages cosmétiques, des produits déjà commercialisés par plusieurs industriels de la région. À l'origine de cette innovation, une molécule particulière présente dans les algues brunes. Tout l'intérêt de l'innovation d'Algopac, c'est d'avoir réussi à identifier un polymère 100% végétal naturel qui est dans l'algue et qui remplace complètement les polymères 100% pétrosourcés qui existent dans les matériaux plastiques conventionnels. Tous les plastiques sont des polymères. Il s'agit de macromolécules. Pour les plastiques conventionnels, ces polymères sont obtenus de façon artificielle. Le pétrole a besoin de subir des réactions chimiques afin de se transformer en plastique. Chaque molécule est liée à une autre à travers des procédés chimiques qui donneront au polymère toutes ses propriétés. Rémi Lucas, lui, n'a pas besoin de créer ces polymères puisqu'il en a trouvé des naturels dans ces algues brunes. Pour son biomatériau, Rémi travaille à partir de plusieurs espèces d'algues brunes. Mais ces algues, encore faut-il les trouver.
La matière première, Rémi Lucas se la procure grâce à ses algoculteurs. Comme l'ostréiculteur avec ses huîtres, Magali et Jean-François cultivent les algues. Si Rémi a choisi de travailler avec eux, c'est pour ne pas piller les réserves naturelles. Après avoir été fertilisé en écloserie, l'endroit où on fait naître les bébés algues, la culture se poursuit en mer. Et au printemps, il est temps de récolter ces algues brunes. Ça, c'est une filière d'algues à maturité. Donc les algues sont prêtes à être récoltées. En fait, j'induis la fécondation sur cette petite cordelette en écloserie. Quand les algues sont visibles à l'œil nu, 1 à 2 mm, je les transfère en mer en enroulant cette petite corde autour du cordage porteur. Et les algues, en développant essentiellement donc leurs crampons, ce qui leur permet de s'accrocher, de résister aux tempêtes, aux courants, et poussent tranquillement. L'algue, elle va se servir de toute la surface de sa feuille pour capter l'énergie du soleil. Et c'est pour ça qu'on maintient donc toutes les filières en surface par des bouées pour leur permettre d'optimiser cette énergie. On peut la comparer un petit peu à un panneau solaire et qui aussi, grâce aux éléments donc minéraux dissous dans l'eau de mer, vont permettre de produire la biomasse désirée. Pendant sa croissance, l'algue développe ses parois cellulaires riches en protéines et en polymères chers à Rémi Lucas. Une biomasse totalement naturelle qui fait toute la force de son bioplastique. L'algue est un matériau qui respecte la biodiversité puisqu'on ne consomme pas du tout de pesticides, ni eau, ni d'engrais pour sa croissance. Voilà, l'algue, quand elle sort de mer, on la mange comme ça, telle. Elle est absolument délicieuse. Des algues fraîches comme celle-là, Rémi en récupère 1 tonne par semaine. Après leur récolte, les algues arrivent à l'usine. Ici, elles vont subir tout un procédé technologique que Rémi tient à garder confidentiel. Mais il a accepté d'en dévoiler les grandes lignes. Là, c'est l'algue qui est récoltée en mer. L'objectif de la phase suivante est en fait d'enlever l'eau des algues, car s'il y a de l'eau dans les algues, ensuite, le process ne fonctionne pas. Sans ce procédé thermique, les algues ne pourraient pas être transformées en matériaux, car il faut une viscosité bien précise pour pouvoir être travaillées. Après le process où on a séché les algues, on a une autre phase qui est confidentielle et où là on donne très peu d'informations puisque là on commence à rentrer dans le réacteur de l'entreprise. Bon, il sera difficile d'en savoir davantage. L'unique information que Rémi dévoilera, c'est qu'il associe à ces algues des produits naturels afin de modifier les propriétés de son biomatériau. On rajoute des ingrédients, une sorte de poudre de perlimpinpin que personne ne connaît et qui permettent d'obtenir donc une granule qui est compatible pour être transformée dans les process de plasturgie. Et les granules, les voici. Contrairement aux plastiques ordinaires, elles ne contiennent ni adjuvants ni additifs et sont donc totalement compostables et biodégradables. Donc c'est une granule qui est bien calibrée au diamètre qu'il faut, avec un bon taux d'humidité, avec une bonne fluidité. Et là, elle est de couleur naturelle. Donc elle va être ensuite livrée chez les industriels de la plasturgie. Désormais, les sacs de granules seront distribués chez les professionnels de la plasturgie. L'année dernière, c'est près de 2000 tonnes de granules qui ont été commercialisées. Aujourd'hui, on a déjà remplacé des jouets, des panneaux de signalétique, des tablettes tactiles. La demande, elle est vraiment exponentielle et internationale. Parmi les entreprises séduites par le biomatériau de Rémi, l'un des plus grands industriels du plastique, Europlastic. Ici, 1 million d'emballages alimentaires sont fabriqués chaque jour. Depuis 1 an, Benjamin Barbereau, le directeur d'Europlastic, utilise le biomatériau de Rémi. La matière est dans le sac, elle est pompée par la machine. Ensuite, elle rentre dans une vis sans fin, dans laquelle la matière est malaxée et chauffée aux alentours de 200 degrés. Le moule se ferme, on injecte la matière à l'intérieur. Donc là, vous avez une verrine qui permet, là, dans ce logement, de mettre des aliments. Près de 50 000 verrines ont déjà été commercialisées. Un succès pour cet industriel qui compte bien fabriquer d'autres pièces avec ce bioplastique. Cette matière a un comportement très proche du plastique et on peut lui faire subir à peu près toutes les phases de parachèvement que l'on fait actuellement sur un plastique normal. Avec un prix identique à celui du plastique, l'algue pourrait bien devenir la meilleure alternative au pétrole pour les industriels soucieux de réduire leur empreinte carbone. C'est parti.
parti pour les gros. Ah oui. Alors là, c'est du carnet. Ça fait pas la même histoire. Voilà, magnifique, voilà la réponse. Nous sommes toujours au musée océanographique de Monaco, au-dessus de l'aquarium principal. Christian, dites-moi, pensez-vous vraiment que ce substitut de plastique à base d'algues est une solution d'avenir? Vraiment, oui. Pourquoi? Parce qu'on sait de plus en plus que le plastique, si vous voulez, qui est aujourd'hui fait en quasi-totalité à partir du pétrole, n'a pas de bonnes vertus sur le plan de la santé humaine. Donc on envisage de plus en plus de prendre du plastique fait soit à partir du maïs, soit à partir des algues. Le problème avec le maïs, c'est qu'on sait bien que pour produire du maïs, il faut énormément d'eau, que l'eau est de plus en plus comptée dans cette poussée démographique, donc on va se tourner à l'évidence de plus en plus vers un plastique fait à partir d'algues. Donc oui, l'algue est promis un bel avenir sur le plan de l'emballage, sur le plan aussi de la santé, de la cosmétologie. D'ailleurs, un groupe a mis au point récemment une eau qui contient beaucoup plus d'oligo-éléments, et puis on met dans cette eau physio-marine un maximum d'algues et qu'on met dans toutes les graines de beauté. Et c'est évident qu'aujourd'hui, cela a une concentration, c'est des actifs qui sont beaucoup plus performants. Donc à l'évidence, oui, de tout point de vue, les algues pour notre bien-être, c'est l'avenir. On a évoqué dans l'animation l'existence d'un 7e continent, qui serait donc un rassemblement de plastique dans les océans. À quoi il ressemble, ce 7e continent? Polystyrène. Alors, il n'y a pas un 7e continent, je dirais à lui tout seul, ce 7e continent, c'est 5 continents. C'est-à-dire que vous avez 2 continents de plastique et autres dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique et 1 en Méditerranée. Alors c'est pas un continent, ce sont pas des continents où on pourra planter un drapeau dessus, c'est une espèce de soupe si vous voulez. Mais ce qu'on voit en surface, c'est très peu par rapport à ce qu'il y a en dessous. Ce qui veut bien dire que les mers sont en passe de ne plus en pouvoir. Donc attention. Dans notre rubrique Hommes aujourd'hui, vous allez voir que les océans ont aussi leur mot à dire dans l'innovation médicale et en particulier la transfusion sanguine. Mais avant de rentrer dans les détails, regardons cette animation pour bien comprendre le rôle joué par le sang dans l'organisme. Entre 4 et 6 litres de sang circulent dans nos vaisseaux. Sa fonction principale est d'acheminer les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. En passant près de l'intestin et des poumons, le sang se charge en nutriments et en oxygène qu'il va distribuer dans tout le corps. Le transport de l'oxygène est assuré par l'hémoglobine des globules rouges. Plus il y a de globules rouges, meilleure sera donc l'oxygénation. C'est pourquoi certains mammifères marins comme le cachalot, dont le taux d'hémoglobine est très supérieur au nôtre, peuvent ne pas respirer pendant plus d'1 heure. Attention! D'un être humain à l'autre, les cellules sanguines ne sont pas identiques, car les globules rouges ont à la surface des molécules appelées antigènes qui déterminent 8 groupes sanguins différents. Gare à ne pas les mélanger lors d'une transfusion sanguine. Il faut impérativement que le sang du donneur et du receveur soit compatible. En effet, dans certains cas, quand les groupes sanguins du donneur et du receveur sont différents, le système immunitaire rejette le sang transfusé considéré comme étranger. Le rêve des chercheurs est dès lors évident. Trouver un substitut au sang universellement compatible. Depuis des années, un chercheur, le docteur Frank Zal, est sur la piste d'un donneur de sang universel venu des mers, ou plutôt des plages de Morlaix, dans le Finistère, puisqu'il s'agit de ce drôle d'asticot qui fait les petits tortillons dans le sable, tortillons que vous avez forcément déjà aperçus pendant vos vacances. Nous partons tout de suite en Bretagne à la rencontre de ce scientifique à la fois inventif et persévérant. Sous le sable des plages bretonnes, cet homme a fait une découverte miraculeuse. L'animal qui fabrique ces petits tortillons recèle dans son organisme une molécule qui pourrait sauver des milliers de vies. L'océan avait caché juste sous nos pieds un trésor dont la médecine rêve depuis longtemps. Alors ça s'appelle en fait Arenicola marina. Et c'est un ver que l'on trouve en fait sur la plage. Vous voyez, il y en a beaucoup autour de vous. Et vous voyez, la plage est nickel autour de nous parce qu'en fait, ça nettoie les plages. La découverte de Frank a lieu en 1994, quand il étudie ce ver dans le cadre de sa thèse. J'étais étudiant au CNRS, donc on m'a demandé, dans un contexte de recherche fondamentale, on m'a demandé de comprendre comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse.
L'arrêt Nicole respire sous l'eau grâce à ses branchies, comme les poissons. Mais comment fait-il pour s'oxygéner quand la mer est basse? Pour le comprendre, Franck s'intéresse au sang du ver, qui lui sert de réserve d'oxygène. C'est en analysant ce sang qu'il fait presque par hasard une découverte absolument fondamentale. Je me suis focalisé sur le transporteur d'oxygène qui est une hémoglobine et je me suis aperçu que l'hémoglobine de ce ver marin est de type universel. Persuadé que l'hémoglobine de ce ver peut révolutionner la santé, Franck participe à une conférence de médecins. L'auditoire est d'abord incrédule, mais devient vite attentif. Tous les médecins rigolaient au départ et à la fin, en fait, ils sont venus en bas de l'amphithéâtre. Ils m'ont dit, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé une molécule comme celle-là qui a ces propriétés-là. J'aurais dit si. Ils m'ont dit, vous savez, c'est ce qu'on recherche depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin. Franck Zal voudrait développer cette application médicale, mais sa hiérarchie le renvoie à ses recherches fondamentales. Dépité, il quitte le CNRS et fonde son entreprise. En parallèle, il met en place un élevage pilote en partenariat avec l'Agrocampus Ouest. L'objectif est double, mieux connaître la biologie et le cycle de reproduction de cet animal. Et surtout produire à grande échelle cette hémoglobine très spécifique que fabrique ce ver. Comme chez la plupart des êtres vivants, l'hémoglobine, quelle qu'elle soit, a pour fonction de fixer et transporter l'oxygène à travers l'organisme. Chez l'homme, l'hémoglobine est toute petite et voyage grâce à un véhicule, les globules rouges. Ce sont eux qui déterminent le groupe sanguin d'un individu. A, B, O, etc. Du coup, il y a des différences de compatibilité de sang d'un individu à l'autre. Chez le ver marin, l'hémoglobine est beaucoup plus grande. Et en plus, elle voyage sans globules rouges. Ce transporteur d'oxygène est donc universel. Il n'y a donc pas de problème de compatibilité de groupe sanguin. Avant Franck Zal, de nombreux chercheurs ont tenté de produire des substituts sanguins en laboratoire. Mais l'hémoglobine de ver marin est beaucoup plus facile à extraire que ces produits de première génération. Tout ce qui a été fait depuis 30 ans, ce sont des processus d'extraction d'hémoglobine, en fait issus de bovins ou de sang humain périmé. Donc qui demandait en fait une manipulation extrêmement compliquée d'extraction de la molécule. Et ici, on est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. C'est une molécule que l'on extrait qui permet d'être utilisée quasiment immédiatement, sans modification chimique du produit. Les vers issus de l'élevage sont tués par surgélation. Ils sont ensuite décongelés dans une solution, ce qui libère l'hémoglobine. Le mélange obtenu est ensuite purifié et filtré. Mais pour l'instant, cette hémoglobine n'est pas entrée dans le circuit médical et n'a jamais été utilisée sur des hommes. Il lui faudra pour cela passer plusieurs étapes de validation et vérifier son innocuité. Jusqu'ici, l'hémoglobine de ver marin, testée sur des animaux, donne des résultats très prometteurs. On a injecté en fait cette molécule sur des souris, sur des rats, après avoir enlevé en fait les globules rouges de ces animaux, et on s'est aperçu qu'une souris, qu'un rat vivait d'une façon totalement normale avec de l'hémoglobine de ver marin, sans rejet, sans réaction immunitaire et sans réaction allergène. Mais cette molécule a une autre caractéristique fondamentale. Elle est beaucoup plus performante que tous les substituts sanguins actuels et même que le sang humain pour oxygéner les organes, ce qui est une fonction essentielle à la vie. Cette molécule est une très grosse molécule et elle est capable de lier 50 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, ce qui ouvre en fait la voie à de nombreuses applications. La première, c'est une application dans le domaine de la transplantation d'organes. On travaille également sur une application de type substitut sanguin pour l'oxygénation du cerveau lors d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, au niveau d'infarctus du myocarde, de choc hémorragique sur des accidentés de la route par exemple, et également des applications dans les pansements actifs qui vont délivrer de l'oxygène à des plaies qui sont difficilement cicatrisables et on pense notamment aux plaies du diabétique. L'hémoglobine du ver marin pourra être transfusée à des humains si les essais cliniques sont concluants. Cette application est la plus sensible, régie par les normes sanitaires les plus strictes. Une autre utilisation très prometteuse de la molécule est l'oxygénation des organes lors des transplantations. Pour que les patients en bénéficient au plus vite, Franck fait équipe avec le professeur Barou, chirurgien spécialiste de la transplantation rénale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bon voyage. Bon, tu te changes, on y va? Ok, on y va. En France, sur 13 000 patients demandeurs d'un rein, seuls 3 000 sont greffés après 1 an. Il y a donc une véritable pénurie d'organes aux conséquences parfois tragiques. Il est donc impératif de préserver au mieux les précieux greffons entre le prélèvement et la transplantation. Car ce laps de temps hors du corps humain détériore les organes, pouvant entraîner l'échec de la greffe. Le problème, c'est la préservation de l'organe et la préservation de sa fonction. On ne peut pas garder un organe à température ambiante. Pour un rein, par exemple, qui est assez résistant, en 45 minutes, il n'y a plus de fonction, c'est terminé. Pour un cœur ou pour un foie, c'est encore plus court que ça. Donc c'est une course contre la montre et il faut qu'on trouve des techniques
pour préserver la fonction des organes qui soit de plus en plus sophistiquée parce que les organes sont prélevés chez des gens de plus en plus âgés. Donc les méthodes qu'on avait pour préserver les reins il y a 20 ans, elles sont plus valables maintenant, il faut absolument les améliorer. Pour prolonger la durée de vie du greffon hors du corps humain, on le conserve à 4 degrés. Cette méthode n'est pas sans inconvénient, car l'hypothermie crée aussi des lésions. Pour améliorer encore sa préservation, il faut oxygéner au mieux les tissus. Comme on est en hypothermie, il nous faut un transporteur d'oxygène qui marche à 4 degrés. Et c'est là que l'hémoglobine du ver marin devient extrêmement intéressante pour nous, parce qu'elle remplit ces deux impératifs, transporter l'oxygène et le faire à basse température. Donc c'est une molécule qui nous intéresse au plus haut point. Convaincu des bénéfices potentiels pour l'homme, le professeur Barou, également chercheur à l'INSERM, mène des essais de transplantation rénale sur des porcs, l'un des animaux les plus proches de l'homme dans son métabolisme. Il prélève un rein sur 2 groupes d'animaux. Les reins du groupe expérimental sont préservés dans une solution contenant l'hémoglobine de ver marin, ceux du groupe contrôle dans une solution ordinaire. Il greffe ensuite ses organes et compare la vitesse de reprise de la fonction urinaire avec et sans cette hémoglobine. Donc on constate qu'avec l'hémoglobine de ver marin, l'émission d'urine est quasiment instantanée, alors que dans le groupe contrôle, c'est 2-3 jours. Donc on a des premiers résultats qui sont extrêmement concluants chez le porc et qui nous donnent l'espoir et la justification de mettre en route maintenant un essai clinique chez l'homme. Et donc ça, c'est vraiment une dose pour une transplantation, donc pour un rein. Un essai clinique pour l'homme est prévu fin 2014 pour la transplantation. Un autre prévu fin 2015 verra pour la première fois des hommes transfusés avec cette hémoglobine issue de la mer. De retour au musée océanographique de Monaco, nous sommes sur les toits maintenant, mais toujours en compagnie de Christian Buchet. Alors vous n'avez pas l'air d'être surpris une seule seconde que l'innovation médicale puisse se nourrir des océans. Et on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu parce que, vous savez, il y a 15 ou 20 ans, le monde scientifique considérait qu'on connaissait à peu près 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Ça, c'était il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, on a constaté notre ignorance. Voilà, c'est allé pas dans le sens qu'on pensait. Les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas 1% de la microbiologie marine. Pas grand-chose. Et 90-95% de ce formidable rideau bleu derrière, c'est invisible à l'œil nu. Et ça, c'est à voir avec la médecine et les progrès de la médecine. Oui, parce qu'en plus, nous émanons du milieu marin, donc c'est tout à fait naturel qu'on trouve dans ce terrain, en quelque sorte, toutes les molécules dont nous allons avoir besoin. Mais ce que je vous dis là, c'est pas un rêve d'un chercheur qui a envie. Non, c'est déjà une réalité. Vous savez, la dernière classe d'antibiotiques, la céphalosporine, émane du milieu marin. Le premier traitement de lutte contre le sida, l'AZT, émane du hareng. L'AZT vient du hareng. Oui, tout à fait. On travaille sur les éponges pour tout ce qui est antidouleur. On sait que les coraux ont une vertu en termes de régénération osseuse et on pourrait multiplier. Il y a même des perspectives de greffe de cornée à partir de l'une espèce des 92 espèces de méduses connues, si bien qu'on aura peut-être des yeux bientôt médusés par ces greffes de cornée. Et ce qui nous permettra, espérons-le, de mieux voir la mer. Donc la mer, c'est notre avenir. Mais ça veut dire quoi? Sur le plan de la santé. Mais ça veut dire aussi qu'il faut la sauvegarder, cette mer. Parce que, je dis pas ça uniquement parce que c'est beau, c'est pas la planète qui est menacée, c'est l'homme et son bien-être et sa santé qui est menacée lorsqu'on joue avec l'environnement. Christian Buchet, merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Cap sur l'avenir. Avec un sous-titre, à contre-courant les raisons d'être optimistes, parce que la mer nous ouvre à tout, mais à condition de la protéger et à condition de découvrir ce potentiel. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon vent pour vos prochains voyages en mer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, n'oubliez pas arte.tv/futurmag. Vous y trouverez des informations supplémentaires sur le monde de l'innovation et les océans. Salut, und bis bald.